Jacques Le Goff est né à Toulon le 1er janvier 1924. Jusqu'à ses 18 ans, il vit à Toulon. Selon ses propres termes, Toulon fut sa jeunesse. Il va faire ses études à la Sorbonne et à l'École normale supérieure à Paris. Il aura pour maître Charles-Edmond Perrin. Il va apprendre différentes langues, dont le tchèque, l'anglais, l'allemand, le polonais, l'italien, l'espagnol. Il va faire plusieurs séjours à l'étranger, en particulier à Prague, à Oxford, en Italie également, à Rome. Ce sont Maurice Lombard et Lucien Febvre qui l'engagent dans la carrière de chercheur. Il séjournera quelque temps au CNRS. Il aura ensuite pour patron Michel Mola, dont il est l'assistant à l'Université de Lille. Il enseignera par la suite à l'École des hautes études en sciences sociales, dont il deviendra dans les années 1970 président. Jacques Le Goff est un des grands médiévistes français. Il n'a pas soutenu de thèse, mais son œuvre en vaut plusieurs. Il a publié un ouvrage fondamental, une synthèse, dans les années 1960, La civilisation de l'Occident médiéval, dans la collection Les grandes civilisations, chez Artaud, qui a connu un énorme succès. Il a publié différents livres comme Les intellectuels au Moyen-Âge, Banquiers et marchands au Moyen-Âge, en que sais-je. Il a publié plusieurs recueils d'articles, en particulier L'imaginaire au Moyen-Âge, Pour un autre Moyen-Âge. Bref, la carrière de Jacques Le Goff est marquée par la volonté de renouveler profondément l'histoire telle qu'on la pratiquait avant-guerre. Il va surtout exercer ses talents dans le domaine de l'histoire sociale, de l'histoire des mentalités, et va s'inscrire dans l'histoire des annales. Cette école qui a été créée par Lucien Febvre et Marc Bloch et qui avait pour support, dès 1929, la revue Annales d'histoire économique et sociale. J'ai décidé de vous lire un extrait de sa superbe synthèse La civilisation de l'Occident médiéval, paru donc chez Artaud dans une première édition en 1964 et réédité en collection de poche dans la collection Champ Flammarion à plusieurs reprises à partir de 1982. Cet extrait, je l'ai intitulé « Les temps sociaux au Moyen-Âge classique, 10e, 13e siècle ». C'est une problématique très contemporaine que celle de l'organisation du temps, division du temps de la journée en temps de travail, en temps de loisirs à notre époque, en temps de repos également. Et Jacques Le Goff a essayé de rechercher dans le passé, au Moyen-Âge classique justement, entre les 10e et 13e siècles, dans quelle mesure cette notion de temps sociaux était pertinente, et il a essayé de retrouver justement quelles étaient les différentes catégories qui pouvaient être appliquées justement au temps. Dans la vie quotidienne, les hommes du Moyen-Âge se servent de repères chronologiques, empruntés à différents univers socio-temporels, imposés à eux par diverses structures économiques et sociales. Rien, en effet, ne traduit mieux la structure de la société médiévale que les phénomènes métrologiques et les conflits qui se cristallisent autour d'eux. Les mesures dans le temps et l'espace sont un instrument de domination sociale
d'une exceptionnelle importance. Qui en est maître renforce singulièrement un pouvoir sur la société. Et cette multiplicité des temps médiévaux est à l'image des luttes sociales de l'époque. Comme on se battra dans les campagnes et les villes autour des mesures de capacité qui déterminent ration et niveau de vie, pour ou contre les mesures du seigneur ou de la ville, la mesure du temps sera l'enjeu de lutte qui l'arracheront plus ou moins aux classes dominantes, clergé et aristocratie. Comme l'écriture, la mesure du temps reste pendant une grande partie du Moyen-Âge l'apanage des puissants, un élément de leur pouvoir. La masse ne possède pas son temps, est incapable même de le déterminer. Elle obéit au temps imposé des cloches, des trompettes et des olifants. Mais le temps médiéval est d'abord un temps agricole. Dans ce monde où la terre est l'essentiel, où la quasi-totalité de la société en vit, richement ou pauvrement, la première référence chronologique est une référence rurale. Ce temps rural est d'abord celui de la longue durée. Le temps agricole, le temps paysan est un temps d'attente et de patience, de permanence, de recommencement, de lenteur, sinon d'immobilisme, du moins de résistance au changement. Non événementiel, il échappe aux besoins de la date. Ou plutôt, ces dates sont des dates qui oscillent doucement au rythme de la nature. Car le temps rural est un temps naturel. Les grandes divisions, ce sont le jour et la nuit et les saisons. Temps contrasté qui alimente la tendance médiévale au manichéisme, opposition de l'ombre et de la lumière, du froid et du chaud, de l'activité et de l'oisiveté, de la vie et de la mort. La nuit est lourde de menaces et de dangers dans ce monde où la lumière artificielle est rare. Les techniques d'éclairage, même pendant le jour, ne progresseront avec le verre à vitre qu'au XIIIe siècle. Dangereuse, créatrice d'incendies en ce monde de bois accaparé par les puissants, cierge du clergé et torche des seigneurs qui éclipsent les pauvres chandelles du peuple. Contre les menaces humaines, les portes se ferment. Le guet dans les églises, les châteaux et les villes se fait vigilant. La législation médiévale punit avec une force extraordinaire les délits et les crimes commis la nuit. La nuit est la grande circonstance aggravante de la justice au Moyen-Âge. Surtout, la nuit est le temps des dangers surnaturels, temps de la tentation, des fantômes, du diable. Le chroniqueur allemand Thietmar, au début du XIe siècle, multiplie les histoires de revenants et affirme leur authenticité. De même que Dieu a donné le jour aux vivants, il a donné la nuit aux morts. La nuit est aux sorciers et aux démons. Elle est en revanche, pour les moines et les mystiques, le moment privilégié de leur combat spirituel. La veille, l'oraison nocturne sont des exercices éminents. Saint Bernard rappelle la parole du psalmiste « Au milieu de la nuit, je me suis levé pour vous glorifier, Seigneur. » Temps de la lutte et de la victoire, toute nuit rappelle la nuit symbolique de Noël. Rouvrons les lucidariums au chapitre du Christ. À quelle heure est-il né? Au milieu de la nuit. Pourquoi pendant la nuit? Pour mener à la lumière de la vérité ceux qui errent dans la nuit de l'erreur. Dans la poésie épique et lyrique, la nuit est le temps de la détresse et de l'aventure. Souvent, elle est liée à cet autre espace d'obscurité, la forêt. La forêt, la nuit emmêlée, sont le lieu de l'angoisse médiévale. Ainsi Berthe égarée. La dame était au bois, qui durement pleura. Quand la nuit fut venue,
se prit à larmoyer. Ah, nuit, que serait longue, moult vous doit redouter. À quoi fait écho, à un moment où le thème est devenu lieu commun quelque peu édulcoré, Chrétien de Troyes dans Yvain. Et la nuit et le bois lui font grand ennui. En revanche, tout ce qui est clair, un mot-clé de la littérature et de l'esthétique médiévale, est beau et bon. Soleil qui resplendit sur le métal des guerriers, de leurs épées, clarté des yeux bleus et des cheveux blonds des jeunes chevaliers. Beau comme le jour, l'expression n'a jamais été plus profondément ressentie qu'au Moyen-Âge. Et le souhait va loin que formule l'Odine impatiente de revoir Yvain. Qu'il fasse de la nuit le jour. Autre contraste, celui des saisons. L'Occident médiéval, à vrai dire, ne connaît que deux saisons, l'hiver et l'été. Quand le mot printemps apparaît, c'est dans la poésie latine savante, telle celle des Goyards. Le poème « Omnia sol temperat », le soleil caresse toute chose, magnifie le pouvoir du printemps, « veris auctoritas », tandis qu'un autre oppose printemps et hiver, « ver aetatis labitur, iems nostra properat ». Le printemps de la vie s'écoule, notre hiver approche. Mais ici aussi, l'affrontement n'est qu'entre deux saisons qui sont habituellement l'été et l'hiver. L'opposition hiver-été est un des grands thèmes du Minnesang. La personnification de l'été dans le Minnesang, c'est mai. Mois du renouveau, ce qui confirme l'absence du printemps, ou plutôt son absorption par l'été. Messire Mai, à vous le prix, honni soit hiver, dit un des premiers poèmes du Minnesang. Le sentiment de mai est si fort dans la sensibilité médiévale que le Minnesang forge le verbe es maillet. Il fait mai, verbe de la délivrance et de la joie. Rien n'exprime mieux ce temps rural du Moyen-Âge que le thème partout répété, dans la sculpture au tympan des églises, dans la peinture en fresque et en miniature, dans la littérature en un genre poétique spécial, des mois. Ces 12 mois sont figurés par des occupations rurales, de la taille des arbres à la glandée du cochon, à son abattage au seuil de l'hiver et aux ripailles qu'il permet au coin de la cheminée, dans le traitement du thème. Des variantes peuvent apparaître, liées à des traditions iconographiques ou à des différences géographiques de l'économie rurale. Mais partout, le cycle demeure un cycle des travaux rustiques, ou plutôt, il faut distinguer à l'intérieur de ce cycle, paysan presque toujours, en avril-mai, un ignatus, une incursion courtoise, seigneuriale dans cette suite rurale. C'est la chevauchée du seigneur, du jeune seigneur en général, jeune comme le renouveau, c'est la chasse féodale. Ainsi, un thème de classe se glisse dans le thème économique. C'est qu'à côté, ou plutôt avec le temps rural, d'autres temps sociaux s'imposent. Temps seigneurial et temps clérical. Le temps seigneurial, c'est d'abord un temps militaire. Il privilégie dans l'année la période où recommencent les combats, où est exigé le service du vassal. C'est le temps de l'ost. C'est aussi le temps de la Pentecôte, des grandes réunions chevaleresques, des adoubements christianisés par la présence du Saint-Esprit. Le temps seigneurial, c'est aussi le temps des redevances paysannes. Les repères de l'année, ce sont les grandes fêtes. Parmi celles-ci, il en est qui catalysent la sensibilité temporelle de la masse paysanne. Les échéances féodales où se payent les redevances en nature ou en argent. Ces dates varient selon les régions et selon les domaines. Mais une époque se détache dans cette chronologie des échéances. La fin de l'été, où se fait l'essentiel du prélèvement seigneurial sur les récoltes. La grande date du terme,
c'est la Saint-Michel, 29 septembre, parfois relayée par la Saint-Martin d'hiver, 11 novembre. Surtout, le temps médiéval est un temps religieux et clérical. Temps religieux parce que l'année, c'est d'abord l'année liturgique. Mais, caractéristique essentielle de la mentalité médiévale, l'année liturgique suit le drame de l'incarnation et l'histoire du Christ, de l'Avent à la Pentecôte. A été truffée peu à peu de moments, de jours significatifs empruntés à un autre cycle, celui des saints. Les fêtes des grands saints sont venues s'intercaler dans le calendrier christologique et la fête de tous les saints, le 1er novembre, est devenue, à côté de Noël, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, une des grandes dates de l'année religieuse. Ce qui renforce l'attention des gens du Moyen-Âge à l'égard de ces fêtes, ce qui leur confère définitivement leur caractère de date, c'est que, outre les cérémonies religieuses spéciales et souvent spectaculaires qui les marquaient, elles étaient les points de repère de la vie économique. Date de redevances agricoles, jour de chômage pour les artisans et les ouvriers. Temps clérical parce que le clergé est, par sa culture, le maître de la mesure du temps. Lui seul a besoin, pour la liturgie, de mesurer le temps. Lui seul est capable, du moins approximativement, de le faire. Le compute ecclésiastique, et d'abord le calcul de la date de Pâques, sur lequel, dans le haut Moyen-Âge, se sont longtemps affrontés un style irlandais et un style romain, sont à l'origine des premiers progrès de mesure du temps. Surtout, le clergé est le maître des indicateurs de temps. Le temps médiéval est scandé par les cloches. Les sonneries faites pour les clercs, pour les moines, pour les offices, sont les seuls points de repère de la journée. La sonnerie des cloches fait connaître le seul temps quotidien approximativement mesuré, celui des heures canoniales sur lequel tous les hommes se règlent. La masse paysanne est tellement asservie à ce temps clérical que l'universitaire Jean de Garlande, au début du XIIIe siècle, donne de campana, cloche, l'étymologie fantaisiste mais révélatrice que voici. Campane dicuntur a rusticis, qui habitant in campo, qui nescian judicare horas nisi per campanas. Les cloches, disons campanelles pour mieux faire comprendre le jeu de mots, reçoivent leur nom des paysans qui habitent à la campagne et ne savent reconnaître les heures que par les campanelles. Temps agricole, temps seigneurial, temps clérical, ce qui caractérise en définitive tous ces temps, c'est leur étroite dépendance par rapport au temps naturel. Ce qui est évident pour le temps agricole l'est aussi, si l'on y songe, pour les deux autres temps. Le temps militaire est étroitement lié au temps naturel. Les opérations guerrières ne commencent qu'avec l'été et finissent avec lui. On connaît la débandade des armées féodales, sinon finit les 3 mois de service d'Ost. Ce qui a accentué cette dépendance, c'est la constitution de l'armée aristocratique médiévale en cavalerie. Un capitulaire de Pépin le Bref en 751 sanctionne cette évolution. L'Ost sera désormais réuni en mai et non avril pour permettre aux chevaux de se nourrir dans les prés reverdis. La poésie courtoise, qui emprunte son vocabulaire à la chevalerie, appelle le temps où l'amant courtise sa dame, le service d'été. Le temps clérical n'est pas moins soumis à ce rythme. Non seulement la plupart des grandes fêtes religieuses succèdent à des fêtes païennes elles-mêmes en rapport direct avec le temps naturel, le Noël, pour prendre l'exemple le plus connu, s'est fixé à la place d'une fête du soleil au moment du solstice, mais surtout, cette année liturgique est accordée au rythme naturel des travaux agricoles. L'année liturgique occupe, de l'Avent à la Pentecôte, la période du repos des ruraux. L'été et une partie de l'automne, moment d'activité agraire, restent libres de grandes fêtes, à l'exception de la pose de l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août, qui, d'ailleurs, ne s'affirme que lentement, n'entre dans l'iconographie qu'au XIIe siècle et ne semble s'imposer qu'au XIIIe siècle.
Jacques de Voragine témoigne d'un fait significatif: le déplacement de la date primitive de la Toussaint pour ne pas gêner le calendrier agricole. Cette fête, proclamée en Occident par le pape Boniface IV au début du 7e siècle, avait alors fixé au 13 mai, à l'exemple de la Syrie, où la fête était apparue au IVe siècle dans le cadre d'une chrétienté essentiellement urbaine. Elle fut transférée à la fin du 8e siècle au 1er novembre, car, dit la légende dorée, le pape jugea meilleur que la fête fût célébrée à un moment de l'année où, les vendanges et les moissons étant faites, les pèlerins pouvaient plus facilement trouver à se nourrir. Ce tournant du 8e au 9e siècle, qui est aussi celui où Charlemagne donne au mois de nouveaux noms qui évoquent en général les travaux ruraux, semble bien le moment décisif où s'achève, comme on l'a vu, la ruralisation de l'Occident médiéval. Le caractère fondamental de ces dépendances envers le temps naturel des structures temporelles de la mentalité médiévale, mentalité d'une société rurale primitive, ne se manifeste nulle part mieux que chez les chroniqueurs. Parmi les principaux événements, ils notent ce qui est extraordinaire par rapport à l'ordre naturel: les intempéries, les épidémies, les famines. Ces notations, si précieuses pour l'historien de l'économie et de la société, découlent directement de la conception médiévale du temps, durée naturelle. Cette dépendance des temps médiévaux à l'égard du temps naturel se rencontre même dans le monde de l'artisanat ou du commerce, plus détaché en apparence de cette servitude. Dans le monde des métiers, les contrastes jour et nuit, hiver et été, se retrouvent dans la réglementation corporative. L'interdiction habituelle de travailler la nuit en relève en grande partie. Beaucoup de métiers ont un rythme d'activité différent l'hiver et l'été. Les maçons, par exemple, à la fin du XIIIe siècle, touchent des salaires dont le taux est différent à la morte et à la belle saison. Dans l'univers de l'activité commerciale, la navigation marchande, dans laquelle on a voulu voir un des moteurs de l'économie médiévale, s'immobilise pendant l'hiver, en tout cas jusqu'à la fin du XIIIe siècle, jusqu'à ce que se répande l'usage de la boussole et du gouvernail des tambours. Les navires s'arrêtent et restent au mouillage, même en Méditerranée, du début de décembre au milieu de mars. Dans les mers septentrionales, souvent plus longtemps. Sans doute le temps médiéval change, lentement encore, au cours du XIVe siècle. Les succès du mouvement urbain, les progrès de la bourgeoisie, des marchands et des donneurs d'ouvrages qui éprouvent le besoin de mesurer de plus près le temps du travail et des opérations commerciales, bancaires surtout avec le développement de la lettre de change, brisent et unifient les temps traditionnels. Déjà au XIIIe siècle, le cri ou la trompe du guetteur marquait le début de la journée. Bientôt, la cloche du travail apparaît dans les villes marchandes, en particulier dans les villes drapantes, en Flandre, en Italie, en Allemagne. Surtout, le progrès technique soutenu par l'évolution de la science qui critiquait la physique aristotélicienne et thomiste casse le temps et le rend discontinu, permet l'apparition des horloges mesureuses de l'heure, au sens moderne, 24e partie de la journée. L'horloge de Gerbert, vers l'an 1000, n'était certainement qu'une horloge à eau, tout comme celle, certainement plus perfectionnée, que décrit encore le roi de Castille, Alphonse le Sage, au XIIIe siècle. Mais c'est à la fin du siècle que le progrès décisif s'accomplit avec la découverte du mécanisme à échappement, d'où naissent les premières horloges mécaniques qui se répandent en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre, puis dans toute la chrétienté au XIVe et XVe siècle. Le temps se laïcise, un temps laïque, celui des horloges de beffroi, s'affirme face au temps clérical des cloches d'église. Mécanisme fragile encore, souvent détraqué, et qui reste tributaire du temps naturel, puisque le point de départ de la journée varie d'une ville à l'autre, et part bien souvent de ce moment toujours variable qu'est le lever ou le coucher du soleil.
Il reste que le branle est suffisant pour que Dante, encore, laudator temporis acti, sente qu'une façon de mesurer le temps est en train de disparaître, et avec elle, toute une société, celle de notre Moyen-Âge. C'est encore Cacciaguida qui se lamente sur ce temps défunt. Fiorenza, dentro della cerchia antica, onde la toglie ancora e terza e nonna, si stava in pace, sobria e pudica. Florence, à l'intérieur du cercle de ces antiques murailles, où se trouve encore l'horloge qui lui donne tierce et nonne, était pacifique, sobre